Alors, je vais vous présenter cette thérapie fondée sur la compassion que mon collègue et ami Pascal Delamilleur, donc, qui est professeur de psychiatrie à Caen, et moi-même développons. Alors, il y a une petite finesse. L'opus Anglicanum, donc c'est un point de tapisserie dont vous connaissez tous la tapisserie de Bayeux. Et en fait, on s'est aperçu que le point était anglais et que la tapisserie de Bayeux avait été faite en Angleterre et non pas en Normandie. Donc, on se forme, on adapte en français et on développe cette manière d'appliquer la compassion à l'hôpital et pour nos patients psychiatriques. Je vais vous dire un mot de la philosophie et d'abord aussi de la rencontre. Parce qu'en fait, quand on essaie de travailler dans le domaine de la compassion, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Et tout à fait par hasard, donc Pascal et moi, on a un peu posé cette photo, hein, mais vous voyez qu'on est très complices avec une maîtresse qui est assez sévère ici, et donc, comme le disait Cathy, néanmoins nous restons légers et souriants. En fait, on s'est rencontrés comme ça, et quelques temps plus tard, donc on a engagé ce voyage, donc les terres inconnues. Donc on voit ici l'arrivée des Portugais au Japon, et nous, notre voyage a été d'aller X fois en Angleterre. Et donc, ceci pour illustrer la théorie polyvagale de Stephen Porges, c'est déjà quelque chose qui date un peu, mais qui postulait que notre système parasympathique nous serait le support neurobiologique de relations humaines de longue durée. C'est-à-dire que ce système nous permet de nous connecter les uns et les autres, d'adapter nos émotions et d'avoir des comportements prosociaux. Donc, vous voyez ici, il y a des échanges, et là on voit les jésuites avec une personne qui médite. C'est sans doute pas un hasard qu'ils sont aussi proches sur cette gravure. Donc vous savez que ça a duré 50 ans, 1550-1600, et la suite c'est le film de Scorsese, le Silence. Alors Cathy parlait du regard qui est chemin, et tout à fait par hasard, donc en 2008, j'ai rencontré donc Paul Gilbert lors d'un congrès à Paris, c'est un psychologue anglais qui développe la compassion depuis une quinzaine d'années. Non seulement dans les thérapies individuelles, mais en Angleterre, ils font beaucoup de thérapies de groupe, et aussi, il essaie d'introduire la compassion dans le système de soins britannique, qui est l'équivalent de notre fonction publique, le NHS. Donc, je lui ai demandé s'il faisait des petits stages. J'en ai parlé à Pascal, et nous voilà partis à Derby, parce qu'on pensait en fait que Paul faisait du mindfulness. On commençait à parler de mindfulness en 2010, et on s'est aperçu qu'il n'en faisait pas. Donc, on est retourné l'année suivante. Donc là aussi, là, c'est pas tant le regard qui m'a attiré, mais c'est le côté, bon, la photo est un peu en contre-jour, mais le sourire donc de Shoden, donc, qui est un ex-moine bouddhiste, et que Paul a fait venir la deuxième année de son séminaire. Et là, de nos yeux vus, on a vu donc sous nos yeux la rencontre de la pleine conscience avec Shoden et de la thérapie fondée sur la compassion. Parce qu'à l'époque, c'était pas forcément évident. Donc, à peine rentré, Pascal m'a dit on refait les valises, et on a fait notre cursus de pleine conscience donc au Samyezong à Londres, donc qui est un centre tibétain qui est l'antenne du monastère qui est en Écosse, qui s'appelle Samyeling, où là on a suivi un cursus classique, donc première année mindfulness, deuxième année compassion et troisième année insight. Là encore, le regard, donc on a rencontré des enseignants de grande qualité, donc ça c'est Annick Nefjean, avec qui on vient justement d'organiser une retraite à Caen sur vulnérabilité et robustesse dans la relation compassionnée. Donc c'est une forme de mindfulness expérimentale, on aura peut-être le temps d'en parler, qui s'appelle la dynamique de groupe contemplative. On médite en deux groupes sur les réactions du premier groupe, et notamment les battements du cœur qui tiennent une grande importance. Alors à Samyeling, donc le monastère, vous voyez ici, il y a une grande rivière qui coule, donc ce sont des rivières qui sont naturelles, c'est la rivière du mindfulness. Et hop, ici, vous avez la TFC qui vient se greffer. Et donc, c'est naturel, hein, c'est pas un canal qui a été creusé. Et c'est évident, dès que vous sortez du monastère, vous le voyez.
Et en fait, on voit qu'il y a ici, donc le courant est un peu plus fort, et il y a aussi des petits remous dont on pourra éventuellement parler pendant la discussion. Alors, cette approche emprunte bien sûr à la psychologie cognitive, à la psychologie évolutionniste. Donc vous savez que dans le système universitaire anglais, les travaux de Darwin ont beaucoup influencé les études en général, un petit peu comme en France, les travaux de Freud ou Lacan dans l'université française. Donc les universitaires anglais font souvent référence aux travaux de Darwin. La psychologie bouddhiste, parce que, on l'a vu ce matin, les bouddhistes ont développé une extraordinaire capacité à s'observer soi-même, donc voir le fonctionnement de son esprit à travers les petites sensations dans le corps auxquelles on ne prête pas forcément attention. Et évidemment, les neurosciences, puisque cette approche repose sur des preuves, comme tu le disais. Bon, il y a des études cliniques avant, après application du modèle, et toute l'imagerie cérébrale qu'Antoine a illustrée ce matin. J'y pense, je vais mettre la tête d'Antoine, je pense. Voilà. Alors, je ne ferai pas beaucoup de définitions, mais là, ce sont les définitions, j'allais dire, opérationnelles de la compassion selon Paul Gilbert. Donc, il y a bien sûr la définition traditionnelle de développer sa sensibilité à la souffrance des autres et à sa propre souffrance, et à faire ce qu'on peut pour la soulager du mieux possible, celle des autres et la sienne. C'est aussi pour Paul toutes les sensations, les émotions, les pensées, les comportements qu'on peut avoir quand on s'occupe, comme tu l'as dit ce matin, et non pas qu'on prend en charge, qu'on s'occupe d'un enfant, qu'on lui apprend à manger, à marcher, à lire, à écrire. Et donc, par extension, Paul fait référence à un self, c'est-à-dire une partie de soi, on va en parler tout à l'heure, partie compassionnée, c'est-à-dire c'est une partie qu'on va utiliser en thérapie, qui a de la maturité et de l'expérience. Et vous en avez. La force et du courage, vous en avez aussi. La chaleur et la gentillesse, vous en avez bien sûr aussi. De la sagesse, c'est-à-dire que cette partie, elle sait les épreuves que nous avons traversées. Donc là aussi, comme tu disais, nous avons traversé, que nous soyons soignants ou patients. Elle sait aussi les efforts que nous avons faits, et elle nous apprend aussi à ne pas blâmer. C'est ça le plus difficile, parce qu'on est toujours en train ou de se blâmer ou de blâmer les autres. Et donc, en ce sens, cette compassion est différente de la pitié et de la charité, et on le verra, de la simple empathie. Alors, il y a une quatrième définition que donne Paul et qui est importante. La compassion, ce n'est pas une montée, c'est une descente, le courage de descendre dans la réalité de l'expérience humaine. On verra pourquoi tout à l'heure. Alors, petite précision en passant, avec Chris Germer, donc, qui est un psychologue américain qui travaille sur l'autocompassion avec Christine Neff. 3 niveaux, si on essaye d'associer pleine conscience et psychothérapie. Vous avez le premier niveau, quelle que soit l'orientation du thérapeute, il médite, eh bien, ça augmente sa présence thérapeutique et ça permet de travailler sur des résonances. Deuxième niveau, c'est celui qui va nous intéresser cet après-midi, des psychothérapies qui intègrent la pleine conscience, comme la thérapie fondée sur la compassion ou les TCC. Il y a de plus en plus de TCCistes qui intègrent la méditation dans leur prise en charge. Et en dernier lieu, les psychothérapies basées sur la pleine conscience, comme le MBSR, le MBCT. Et je crois que c'est votre formation prédominante ici dans la région. Alors, nous, le nôtre, on l'a appelé Mindfulness basé sur la compassion et l'insight, parce qu'on souhaitait se différencier un petit peu. Alors, ce sont 2 modèles, vous voyez, qui sont miscibles en des proportions variables. On peut mettre le curseur vers la pleine conscience avec des éléments de TFC. Si on pousse tout à fait le curseur par ici, on est plus vers le MBSR. Et on peut mettre le curseur vers la TFC avec quelques éléments de pleine conscience. Si on met le curseur au taquet, c'est une TCC classique. Donc ceux d'entre vous qui sont TCCistes pourront s'y retrouver. Alors, c'est une approche qui est multimodale. Donc, il y a une dimension de TCC, de pleine conscience, de compassion. L'intérêt aussi pour nous, psychiatres, c'est que c'est un modèle, et les patients, bien sûr, c'est un modèle transnosographique. Donc, on peut l'appliquer à des patients anxieux, déprimés, bipolaires,
qui ont des troubles de personnalité, des troubles des conduites alimentaires, et on s'arrête à la limite des psychoses. Donc, j'ai un petit film tout à l'heure qu'on verra en conclusion, qui montre qu'on peut appliquer le modèle chez des patients psychotiques qui ont des hallucinations. Et donc ça se fait à Londres, à King's College. Et en dernier lieu, c'est une approche qui est dépathologisante, puisqu'en fait, nous les thérapeutes, nous faisons exactement le même chemin que les patients. On fait les mêmes exercices, et qui plus est, on les fait ensemble. Donc on travaille sur les résonances, ce qui fait que, personnellement, je ne fais plus beaucoup de différence entre les groupes de patients et les groupes de soignants, où la dynamique est très similaire. Et d'ailleurs, dans ce genre de symposium, il y a toujours quelques soignants qui sont patients qui viennent, ou des patients qui aimeraient devenir soignants. Et je trouve que c'est vraiment important. Je milite pour que les patients puissent venir. Et puis, ils voient un peu le dessous des cartes. Bon, ils voient des soignants qui se mettent à pleurer, enfin, qui ne sont pas si à l'aise que ça. Et je crois que c'est très important, comme tu le disais, cette vulnérabilité qu'on peut avoir. Mais on n'est pas que ça, mais on est ça aussi. Alors, on va permettre aux patients de l'aider, en tout cas, à découvrir des stratégies d'apaisement. Une position de sécurité sur la respiration. Donc ça, vous connaissez, c'est classique. Là, en anglais, on appelle ça le rythme respiratoire apaisant. Donc, il y a des petites modalités que je vous expliquerai. Et du fait de cette position de sécurité, ce regard bienveillant pour soi-même, on va pouvoir se connecter avec des émotions difficiles, notamment la colère, mais une émotion dont on ne parle jamais, ou pas souvent, la honte. Donc, le style thérapeutique sera important, chaleur, proximité, ton de la voix. Et donc, il est attendu que le thérapeute fasse ces exercices. Ce n'est pas quelque chose de livresque, mais qu'il puisse aussi éprouver les sentiments qui vont avec la compassion, parce que nous ne sommes pas tous nés dans la compassion. Ce qui permet de cheminer avec le patient sur le même chemin. Donc, on le sait, les patients qui ont eu des expériences traumatiques importantes vont avoir un niveau élevé de pensée, d'émotions négatives. Et Jean Bergeret, donc, qui est un psychanalyste lyonnais, donc certains d'entre vous les plus âgés l'ont peut-être connu, je crois qu'il est décédé maintenant, avait annoncé de manière prophétique en 1975 la disparition des structures névrotiques classiques, l'apparition des états limites avec une souffrance narcissique importante. Et pour ces patients-là, il recommandait une phase préliminaire au travail psychanalytique. Il disait qu'il fallait parfois 1 an, 2 ans, parce que la honte peut bloquer ces prises en charge, parce que le patient dit « Oui, vous, je peux vous le dire, mais vous m'impressionnez, non, je ne vais pas vous le dire. » Et donc, c'est très important de travailler avec cette honte, dont évidemment les gens ne vont pas parler. Donc, on va essayer de créer une congruence entre une émotion positive, le fait d'être reconnu positivement dans l'esprit des autres, c'est-à-dire je suis accepté comme je suis, etc. Et à ce moment-là, quand il y a cette congruence, on peut accepter la pensée alternative. Parce que souvent les patients disent « Bon, écoutez, vous m'expliquez bien, mais quand je suis dans votre bureau, je comprends, je ne devrais pas être aussi coupable, mais je rentre chez moi, c'est pareil, ça ne m'aide pas beaucoup. » On entend souvent ça. Donc on essaie de créer cette congruence qui... Ah oui, ça vient de l'intérieur, ça ne passe pas par le haut, pas trop par le haut. Heureusement qu'Antoine n'est pas là, parce qu'il dirait peut-être que c'est le contraire. Mais bon, là, on est dans la clinique. Alors, pourquoi on a besoin de compassion? Eh bien, c'est facile à comprendre, puisque c'est une diapositive de Paul qui montre volontiers. Notre vie est dure, on voit tous les jours, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan international, la vie est de plus en plus dure. Nous sommes même à une époque où la guerre redevient possible. La guerre redevient possible puisqu'on dit qu'après 3 générations, les gens ont oublié, 1815-1914, la guerre redevient possible. Pour les gens qui sont des papy-boomers, ça ne paraît pas possible, mais pour les gens plus jeunes, il peut y avoir de grosses surprises. Alors, la compassion commence avec l'épreuve de la réalité. Donc, on parlait d'amour bienveillant ce matin. Donc, pour Chris Germer, tout ce qui apporte de la chaleur, de la bienveillance dans une méditation, c'est l'amour bienveillant, loving kindness, et la compassion apparaît
quand on se connecte avec les émotions difficiles. Donc Paul aime bien rappeler cette dimension évolutionniste, c'est-à-dire qu'on est apparu dans ce qu'il appelle « the flow of life », donc on traduit en français par le flot de la vie, c'est-à-dire que nous sommes des survivants. En fait, il y a eu, depuis le début des temps, au moins 1 million d'espèces. Il n'y a qu'1% des espèces qui ont survécu. Et dans l'espèce humaine, il y a eu les Néandertaliens, il y a une espèce qu'on a découvert plus récemment, il y a quelques années en Sibérie, qui s'appelle l'homme de Decinova, l'Homo sapiens. Et en fait, ils se sont rencontrés à certaines époques. Donc l'Homo sapiens a rencontré l'homme de Néandertal probablement, peut-être dans la vallée du Nil ou au Moyen-Orient. Bon, ils ont eu des échanges, ils se sont reproduits, mais seul sapiens a survécu. Donc si vous êtes là, si je suis là, c'est que nos ancêtres avaient déjà trouvé la manière de survivre. Donc nous sommes nés avec un cerveau qui nous permet de nous reproduire et aussi d'essayer de survivre. Bon, la vie, vous le savez, est faite d'aléas. On est condamné à naître, à grandir, à se développer un peu, puis à tomber malade, à dépérir et à mourir. Donc, tout ça, ce sont les messages de Paul. Donc, c'est la psychoéducation pour les patients, là, quand on présente. Donc, le premier pas vers la compassion, eh bien, ça va être de réaliser cette difficulté de la vie humaine et d'essayer de la soulager, d'essayer de soulager la souffrance. Alors, il y a un point qui n'a pas été précisé ce matin et qui est très important dans la perspective de Paul Gilbert, c'est quand il n'y a pas de souffrance, eh bien, on peut s'engager à aider quelqu'un à développer un projet. Par exemple, ce que vous faites ici. Vous voyez, vous êtes réunis, vous venez de toute la région, mais d'assez loin, et vous portez ce projet ensemble. Et donc, pour Paul, ça aussi, ça rentre dans la compassion. C'est-à-dire aider quelqu'un à développer quelque chose plutôt que d'être dans un système de rivalité ou de chapelle, etc. Donc, la vie est une loterie génétique, ça, on le sait. L'impermanence, on aurait pu parler aussi de l'interdépendance, donc tout change, et une grande partie de notre souffrance vient du fait qu'on essaie de s'agripper à sa propre vie. On ne voudrait pas que sa vie change, et ça va créer une souffrance importante. Et inversement pour nos patients, et ça c'est Christophe André qui le dit, les gens qui sont déprimés, par exemple, qui souffrent, eh bien, pensent qu'il y a ou ressentent une permanence de cet état et ont l'impression que ça ne va jamais changer, alors que les symptômes peuvent quand même fluctuer. Puis parfois, les psychiatres arrivent quand même à faire quelque chose. Il faut le dire vite, voilà. Alors, donc là, on est encore dans le pôle pur jus, donc on vient tous au monde avec un cerveau qui est en grande partie génétiquement déterminé, donc qui nous permet de nous battre, de désirer, d'étreindre, d'essayer d'éviter la souffrance, de vouloir la permanence. Et en même temps, notre identité sociale est façonnée par notre environnement social qu'on n'a pas forcément désiré. Et donc là, Paul dit dans ce cas-là, oui, imaginez que vous et moi ayons été kidnappés par un gang de dealers mexicains, eh bien, à l'âge de 3 ans, on ne serait pas ici en train de parler de compassion, bien sûr. Donc tout ça pour dire que tout ce qui se passe dans notre cerveau, ce n'est pas de notre faute. Ce cerveau, nous ne l'avons pas voulu et nous n'avons pas non plus forcément choisi la famille dans laquelle nous sommes nés. Donc, ce n'est pas notre faute. Par contre, il peut, ou il est, de notre responsabilité de faire quelque chose pour entraîner notre cerveau à fonctionner différemment. Alors, le cerveau vient de l'évolution. Vous voyez ici l'apparition du cerveau moderne, avec la boîte crânienne qui augmente. Et donc, les premières espèces souhaitaient simplement manger, se reproduire, explorer leur territoire. Nous pouvons penser. On peut fantasmer, on peut désirer, on peut raisonner. On a aussi un langage qui est le support de notre pensée. On peut échanger entre nous et notre pensée est encore plus complexe. On peut symboliser aussi. Et donc, on arrive à quelque chose de très compliqué. Et on va voir que notre cerveau, en fait, est une belle machine, mais qu'elle est imparfaite. Et il peut y avoir, en fait, des bugs entre le cerveau ancien, les motivations du cerveau ancien,
et le cerveau nouveau, au sens où le cerveau ancien, par ses motivations, peut recruter le fonctionnement du cerveau nouveau. Par exemple, si vous êtes dans une dynamique ici de revanche, eh bien, l'émotion va être plutôt de la colère, et vous allez commencer à penser, à développer un système de rétorsion ou un système d'armes. On voit ça, je dirais, tous les jours au plan politique. De même pour l'anxiété, on peut rester bloqué dans ces boucles, ce que Paul appelle des loops ou des boucles réverbérantes. Donc ce cerveau compliqué va avoir besoin de compassion. En effet, et Paul insiste bien sur le fait que la compassion, c'est d'abord une motivation. Donc, nous avons la motivation d'être compassionné, ça va changer la tonalité émotionnelle, ça va changer aussi notre mode de pensée, et on va dire par exemple, tiens, je vais m'inscrire à l'AMI au séminaire que vous organisez, par exemple. Et là, notamment grâce à tes méditations, je m'aperçois que mon cerveau est conscient, et que je suis conscient que j'existe, et je peux méditer, ce qui va en fait faciliter l'apparition de la mise en place de la compassion. Donc là aussi, on peut reprendre, enfin, c'est pas compassion et sagesse, mais on pourrait dire compassion et pleine conscience. C'est aussi un autre oiseau qui vole très bien. Donc la compassion est apparue assez tardivement, vers 250 000 avant Jésus-Christ, probablement chez l'homme de Néandertal. Et donc, peut-être que vous connaissez ces travaux. Il y a toute une série de travaux en paléontologie qui recherchent des traces chez l'homme préhistorique de compassion. Un petit exemple très bref, chez des populations de Néandertaliens, on a retrouvé des squelettes qui avaient des fractures qui auraient dû être fatales, et bien que c'était des chasseurs-cueilleurs, ces fractures ont consolidé, donc les gens ont survécu. Ça veut donc dire qu'ils les portaient tous les jours dans des conditions difficiles. Et je crois que c'est toi, Cathy, qui évoquais ça ce matin, donc le leader dans certaines communautés animales. Et effectivement, dans ces communautés-là, on pense qu'il y avait plus de solidarité qu'aujourd'hui qui leur ont permis de survivre. Donc, d'une certaine manière, on commence à penser que l'apparition de la compassion au cours de l'évolution a été nécessaire pour que nous devenions humains. Et sans compassion, peut-être que notre espèce n'aurait pas survécu. Alors là, je vous fais un petit clin d'œil. Vous le reconnaissez, donc c'est notre Victor Hugo national. Et en fait, c'est un daguerreotype qui date de 1853, puisque de compassion au grand autre, il y a qu'un pas, donc peut-être que Victor l'avait franchi. Donc, c'est un daguerreotype qu'il a fait en Angleterre, à Jersey, Listening to God, donc simplement à l'écoute de Dieu, mais je pense qu'il était déjà en train de méditer à l'époque. Et si vous visitez sa maison à Guernsey, vous verrez que méditation et spiritualité sont partout. Alors, le petit chapitre suivant, puis après on va rentrer dans la pratique. La régulation des émotions. Donc vous avez ici une diapositive qui est très importante, qui est une diapo clé pour Paul Gilbert. Alors, ce ne sont pas des neurosciences, ce sont plus des métaphores qu'on utilise pour expliquer le modèle aux patients, bien qu'il y a quand même des éléments neurobiologiques, mais ce schéma, à mon avis, est appelé à se complexifier dans l'avenir. Donc, au départ, il y a ce qu'il appelle le threat system, le système de détection des menaces. Vous entendez quelque chose qui craque dans la forêt primitive, vous ressentez quelque chose ici, et ça va vous permettre ou de fuir, ou de vous cacher, ou d'attaquer. Donc ce système est assez rapide, il est médié par les catécholamines, les corticostéroïdes, et quand il est stimulé, vous ressentez de la peur, de la colère, ou de l'aversion. Donc l'aversion, c'est aussi un élément lié à l'évolution, c'est-à-dire que ces populations se nourrissaient de charognes qui devaient, par exemple un mammouth mort, qui devait disputer avec des prédateurs, et si la viande était trop avariée, il fallait pouvoir vomir, sinon on pouvait en mourir. Donc une fois que l'homme avait survécu, il sort de la caserne, et là, de la caverne, et là, c'est une référence au troisième homme, on en parlera à la discussion.
Donc là, en anglais, c'est le drive system qu'on a traduit par le système des conduites, c'est-à-dire qu'il explore, il essaye de se reproduire, il défend son territoire, mais vous le savez, si la tribu dépasse 400 personnes, il y a deux tribus, et on se dit, tiens, ceux-là ont l'air différents, on va peut-être les attaquer. Et de nouveau, le centre de menace est activé. Alors, ce centre-là est médié plutôt par la dopamine, d'où aussi la proximité des dépendances aujourd'hui, puisque nous, on est constamment, on reçoit des messages des médias, acheter ceci, acheter cela, bon, ça peut provoquer l'ennui, la frustration. Et de nouveau, nous sommes, je dirais, dans le système de menace. Donc, si on y prend garde dans notre société aujourd'hui, certains patients nous disent « Oui, cette semaine, j'étais à 80% dans ce système-là, 15 ici et 5 dans celui-là. » Donc cet exercice, on peut le faire en méditation ou en exercice plus cognitif. C'est juste pour vous dire au passage. Et donc, le fait qu'on soit ici, en général, eh bien, bon, pas vous, bien sûr, puisque vous êtes déjà des initiés depuis longtemps, mais le troisième cercle, celui de l'apaisement et de l'affiliation, est un peu négligé. Donc celui-là est médié par l'ocytocine et les endorphines, comme tu me le suggérais tout à l'heure. L'ocytocine qui va permettre mécaniquement l'accouchement, mais qui a aussi un rôle psychologique pour protéger l'enfant à naître du choc de l'accouchement, et qui, lorsqu'elle est sécrétée donc chez la femme non enceinte ou chez l'homme adulte, eh bien, permet de se sentir apaisé, donc pas trop menacé, et pas obligé d'en faire trop, de ne pas être dans la performance dans laquelle on est souvent aujourd'hui. Et c'est bien sûr ce cercle de l'apaisement et de l'affiliation qu'on va essayer de développer. Alors ce cercle-là, il fonctionne aussi si on a des relations ouvertes, saines, mindful, avec les autres, comme dans une sangha par exemple, ou dans un groupe comme le vôtre, où tout le monde est orienté dans le même but. Donc ça, c'est important aussi pour les patients, donc de s'affilier à un groupe. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le système de menace est activé? Eh bien, on va avoir rapidement des stratégies de défense qui vont être un peu confuses, et surtout, on va avoir des émotions mêlées. On peut être en colère, mais on peut être anxieux d'être en colère. On peut être anxieux et en colère d'être anxieux, en disant « tu ne devrais pas être aussi anxieux ». Ou alors s'effondrer et être à la fois anxieux et en colère. Donc ça va perturber le fonctionnement du sujet. Et surtout, ça va aboutir à une situation un peu de freezing. Vous le voyez parfois avec vos patients en consultation, où les gens vous disent « je ne sais plus ce que je ressens, je ne sais plus quoi dire, je suis bloqué ». Comme sur un ordinateur, il y a deux logiciels qui rentrent en compétition. Donc sur ces émotions confuses et contradictoires, vont apparaître des pensées automatiques négatives que vous connaissez bien, puisque je suppose qu'il y a beaucoup de TCCistes parmi vous. Je suis nul, personne ne me comprend, je suis différent des autres, etc. Avec soit une attribution interne autocritique ou attribution externe, critique de l'autre, du système, avec éventuellement des comportements agressifs. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette diapositive ? Imaginons que c'est un petit canard qui va à l'école pour la première fois. Et ses congénères, obstinément, regardent ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez que le petit canard qu'on pense de lui? C'est comme ça tous les jours. Qu'est-ce qu'il pense de lui? Et moi, oui, mais ça continue. Et donc, tu vois, il se met debout sur ses petites pattes, mais on ne regarde pas. Il appelle. Il n'existe pas. Il n'existe pas, ok. Il ne le voit pas, il n'existe pas, oui. Quoi d'autre? Je suis différent, voilà, etc. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il finit par penser de lui? Qui finit par y croire, en fait. Oui. Il n'existe vraiment pas. Voilà. Et qu'il n'est pas intéressant, etc., etc. Voilà. Alors, un psychosociologue américain qui s'appelle Charles Horton Collet avait décrit déjà en 1902 le fait donc de looking glass self, c'est-à-dire de regarder qu'une longue vue, de scruter dans l'esprit des autres ce qu'on pense de soi. Et en fait, vous le savez bien, vous qui êtes pour la grande majorité psychologue, on passe beaucoup de temps à vivre dans l'esprit de l'autre.
Je fais ceci, je regarde si j'ai des likes ou pas, je vais mettre ce post, on va voir. Bon, bien sûr, vous êtes des pros, alors vous ne regardez pas trop, mais quand même. Hein. Donc, pourquoi j'ai mis cette diapositive? Parce qu'il y a 18 mois, donc c'est pas elle, hein, mais il y a une jeune fille à Caen enfin dans la région de Caen, un ex avait envoyé sur Facebook des photos d'elle un peu dénudée. Elle a vu ça et elle était se jeter sous un train. Elle est morte. Elle n'avait pas de problème psychologique particulier a priori. Mais on voit donc avec les réseaux sociaux un espèce de bruit de fond de ce sentiment de honte qui peut être très violent. Même une jeune femme qui est jolie peut dire « je ne suis pas assez jolie, je suis moche, je suis trop grosse, je ne suis pas intelligente », etc. Ce qui nous amène au modèle de la honte de Paul Gilbert. Donc, l'enfant qui naît a besoin, évidemment, il y a des liens d'attachement, mais il a aussi besoin de créer dans l'esprit, il a besoin d'appartenir au groupe, et de créer dans l'esprit des autres des affects positifs le concernant, qui vont lui permettre de s'apprécier après. Donc ce phénomène va bien sûr être perturbé par les premières expériences sociales, à l'école ou dans la famille, où il peut y avoir des phénomènes de préférence, d'abus de maltraitance ou de disqualification, de stigmatisation à l'école. Donc cette honte, elle vient de l'extérieur, elle peut être internalisée, attribution interne, autodévalorisation, ou externalisée avec un sentiment d'humiliation et des comportements de revanche. On note au passage aussi que cette honte a un effet réverbérant, c'est-à-dire quand vous êtes, par exemple, dans un pot de départ, dans une entreprise, quand quelqu'un est licencié, ou va être licencié, la personne est toute seule dans un coin, et les gens, il faut une certaine générosité pour aller à son contact, parce qu'on peut craindre d'être contaminé par cette honte. Hein. Quand il y a une situation de honte, en général, c'est auto-validant, puisque la personne voit qu'on se retire, donc j'ai un problème, donc oui, cette honte, et c'est subconscient, ça va très très vite. Alors, ce que Paul appelle the critical mind, the critical self, c'est la fameuse partie critique qui est toujours là, qui se crée par conditionnement successif depuis l'enfance, à partir des stratégies confuses, des émotions contradictoires, avec des pensées automatiques négatives, avec une composante auto-évolutive externe. Qu'est-ce que je pense que les autres pensent de moi en termes négatifs? Paul, en général, vous regarde dans les yeux, il dit « Si vous savez vraiment qui j'étais, vous ne perdriez pas votre temps à m'écouter. » Ça, l'esprit critique. Ou « Qu'est-ce que je pense de moi en termes négatifs ?» Et vous l'avez compris, le tigre n'est plus dans la savane, il est ici. Donc chaque fois qu'on a une pensée automatique négative, liée éventuellement, je dirais, à cette crainte par rapport à ce que les autres peuvent penser, eh bien ça active le centre de menace, et on peut ressentir de la peur, de la colère, etc., etc. Et donc en méditant, eh bien, on va essayer de prendre conscience de tout ça. Alors, d'où l'importance en psychoéducation de dire aux patients « ce n'est pas de votre faute ». Donc vous avez tous vu ce film, Good Will Hunting, et il y a une scène très émouvante, enfin, où le thérapeute tombe dans les bras du patient, et ils pleurent d'ailleurs tous les deux, et il lui dit en anglais « c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute », bon, il y a une émotion intense. Et donc, comme pas mal de thérapeutes qui font ça en Angleterre utilisent cette formule, les patients disent « dites donc, vous n'êtes pas en train de me faire le coup de Good Will Hunting, là ?» Voilà, donc en fait, bon, ça peut s'éventer assez vite. Mais enfin bon, vous pouvez toujours essayer. Alors, la pratique. Donc, il me reste encore une petite demi-heure, hein, c'est ça? Petite demi-heure, voilà. Ce sera qu'un aperçu parce que il faudra un séminaire plus long. Alors ça, c'est la deuxième diapositive à retenir. Et elle répond peut-être en partie à la question que tu as posée ce matin, Nathalie, sur empathie et compassion. Donc vous avez ici un premier cercle, ce sont les attributs de la compassion. Et autour, ce sont donc les compétences qui vont nous permettre d'entraîner ces attributs à la compassion. Donc, le premier ici, je n'ai pas réussi à changer le texte, je ne sais pas pourquoi, mais ce qu'il faudrait inscrire exactement, c'est la motivation à développer le soin, à développer le care.
Et en fait, pour Paul, c'est cette motivation qui va précéder l'apparition de la compassion. Quand on est un petit peu néophyte, eh bien, c'est cette motivation qui va précéder l'apparition de la compassion. La sensibilité, c'est-à-dire qu'on va devoir entraîner sa sensibilité, sa sympathie, la tolérance à la détresse, l'empathie et le non-jugement. La sensibilité, orienter sa sensibilité plutôt vers les sentiments et les besoins des autres, mais aussi les nôtres. Ce n'est pas seulement les autres, c'est aussi les nôtres. Idem pour la sympathie, c'est-à-dire accepter de laisser résonner ses émotions. Donc souvent, on voit beaucoup de déni par rapport aux émotions. « Ah ben non, je ne suis pas en colère. » Comment je ne suis pas en colère ? Ben si, maintenant c'est à cause de toi que je suis en colère. Bon, et voilà, et hop, ça passe à la trappe. La tolérance à la détresse aussi, donc ne pas se laisser submerger par la détresse. On l'a vu ce matin, mais aussi ne pas refuser les émotions positives. Et parfois, on refuse aussi les émotions positives. L'empathie, donc ça, on en a parlé, donc s'intéresser au fonctionnement de l'esprit de l'autre et de son propre esprit. Et bien sûr, la sagesse, le non-jugement. Alors, pour entraîner tout ça, et Paul dit bien, en fait, qu'il faut les 6 composantes pour que la compassion puisse se développer. C'est ce qu'il appelle le Compassionate Mind Training. Eh bien, on pourra en assurer une grande partie en pleine conscience, donc au niveau du corps, en percevant les sensations, les émotions, la marche méditative, le rythme respiratoire apaisant, le qigong, etc. Orienter son attention vers des projets compassionnés. Accepter de travailler avec les émotions difficiles. La compassion, c'est pas seulement pour être bien, c'est accepter justement parfois d'être vulnérable et d'aller là où c'est le plus difficile. Et l'imagerie, et c'est en ce sens que ça diffère pas mal du MBSR, puisqu'à un moment donné, après 7-8 séances de méditation classique, eh bien, on va proposer aux patients des scénarios en imagerie guidée avec lesquels on va travailler en méditation. Il y a 2 d'entre vous qui sont venus au séminaire à Caen, vous pourrez peut-être en dire un mot. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs stratégies, donc ce que Paul appelle l'analyse fonctionnelle, la pleine conscience, l'imagerie guidée, le travail avec les selfs, donc ça je vais en dire un mot parce que c'est important, et aussi l'acting, les jeux de rôle. Donc suivant votre sensibilité, eh bien, avec votre table de mixage, et en fonction de l'état du patient, vous pouvez changer les interventions. Alors tout d'abord, on commence toujours par le rythme respiratoire apaisant, c'est un petit peu ce qu'on a fait ce matin, et là il y a une particularité britannique, c'est qu'on propose de compter. Alors je me souviens, les gens qui faisaient des BSR, ils disent non, on n'a pas le droit de compter, on ne peut pas compter. Mais si. Et donc on compte, et non mais, pas vous, mais il y a des gens qui ont dit ça quand, tu te souviens, hein, c'est exact, voilà. Et en fait, on compte parfois jusque 4 pour l'inspiration et 5 pour l'expiration, ce qui nous met en cohérence cardiaque, tout simplement, puisque le rythme optimum, c'est 45-55. Et après, donc ça c'est en analyse fonctionnelle, donc là on est plutôt, c'est la partie cognitive, on a des feuilles, je vais vous montrer, on va analyser l'esprit critique avec une feuille, donc on commence par le rythme respiratoire apaisant, et dire bon, les yeux fermés, imaginez votre esprit critique, si c'était une personne, ça peut être vous quand vous êtes critique, ou un animal, ou un personnage imaginaire, qu'est-ce que vous voyez sur son visage? Quel genre de parole elle vous dirait? Quelle émotion vous sentez chez elle vis-à-vis de vous? Quelle émotion vous sentez vous? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Et là, en général, on a les symptômes pour lesquels le patient est venu consulter. En particulier les douleurs, des choses comme ça. C'est souvent là que l'esprit critique se manifeste. Pourquoi cette partie est aussi puissante? Est-ce que c'est facile ou difficile de s'entendre avec elle? Est-ce que cette partie est la mieux placée pour défendre vos intérêts? C'est pas sûr. Donc ça, c'est déjà un peu. Alors, on peut faire la même chose. Il y a une dizaine ou quinzaine de trucs comme ça, mais juste pour vous donner un exemple, avec la figure compassionnée idéale. C'est-à-dire qu'on va demander au sujet, surtout les gens qui ont été traumatisés, ils ont beaucoup de mal à faire ça. Donc, on commence tout doucement. Imaginez, par exemple, une figure compassionnée idéale. Je ne sais pas, on pourrait dire ici Mathieu Ricard, le Dalai Lama, le cardinal Barbarin, je ne sais pas, enfin bon... Qu'est-ce que vous voyez sur son visage? Qu'est-ce qu'il vous dit, etc. Quelle émotion vous percevez chez lui? Et imaginez... Oui, c'était peut-être pas un bon choix. Je sais pas, je vois que vous rigolez un petit peu, mais l'important, c'est de se mettre dans la peau du personnage. Qu'est-ce que vous ressentez alors?
Et là, on propose au sujet de faire ça en jeu de rôle, par exemple à haute voix devant son miroir, ou pour les jeunes qui ont un téléphone qui se met en vidéo, eh bien on peut le faire en vidéo. Comment vous marcheriez? Comment vous parleriez? Quel genre de choses vous diriez pour que les gens puissent ressentir l'émotion? Et là, ça devient plus clair. Alors, l'intérêt de l'imagerie guidée, eh bien, si par exemple vous êtes chez vous, vous avez faim, on vous apporte un excellent repas, eh bien votre corps va réagir, sécrétion de salive, d'acide gastrique. C'est le cerveau émotionnel. Hein. Imaginons que vous n'aviez rien à manger, on vous montre un film, genre Top Chef, ou un beau menu, comme vous avez ici dans la région, eh bien votre corps va réagir de la même manière. Sur le plan sexuel, vous êtes avec votre partenaire, vous avez une réaction, et imaginons qu'un ouvrage à caractère licencieux, par extraordinaire, vous tombe entre les mains, vous pouvez aussi avoir une réaction. Il en va de même avec une situation de harcèlement. On est face à la personne qui a une relation difficile, on peut ressentir une anxiété intense, mais si on entend parler ou si elle passe dans le coin, on a aussi la même relation. Eh bien, pour nos patients et aussi pour nous-mêmes, eh bien, on fera de même avec ces exercices en imagerie guidée. On va imaginer des scénarios qui vont produire des sensations dans le corps, de chaleur, de paix, d'apaisement, qui vont après permettre de se sentir assez assis pour affronter les émotions difficiles. Voilà. Donc là, c'est un exercice qu'on peut faire soit en TFC, soit en méditation. Donc, classique, le lieu de sécurité. Donc, vous imaginez un endroit où vous vous sentez en sécurité, dans le bien-être. Mais il y a une petite variante, c'est qu'on va demander à la fin que vous imaginiez que le lieu se réjouisse de voir que vous êtes bien, tranquille, etc. Et on voit déjà des petites résistances qui apparaissent à ce moment-là. Sophie, Nathalie, je suis vraiment content de vous voir dans ce lieu, que vous êtes bien, etc. Et vous pouvez donc prendre votre prénom et répéter cette phrase. Et en pleine conscience, on observe comment ça se manifeste dans le corps. Un degré de plus, la couleur compassionnée. Donc vous imaginez une couleur qui, pour vous, évoque la bienveillance, la compassion, qui vous enveloppe comme une couverture et qui rentre dans votre corps. Donc cette couleur, avec ses capacités, elle vous habite, elle vous soutient, elle vous réchauffe, elle vous console. Et déjà à ce stade, on observe des résistances, des gens qui commencent à devenir un petit peu tendus, ou les bras, les jambes qui bougent, etc. C'est pour ça que Paul propose toujours de commencer par des objets, parce que si on commençait directement avec le regard humain, ça peut être plus difficile. Donc ensuite, on peut le faire avec l'image compassionnée idéale, puis c'est votre propre self compassionné que vous imaginez, comment vous marcheriez, comment vous parleriez, etc., etc. Et on travaille sur les flux de la compassion. Donc la compassion qui va de soi, et ça c'est très important, la compassion qui va de soi vers autrui, et donc là vous êtes relativement à l'aise puisque vous êtes des soignants, donc vous faites ça toute la journée. La compassion qui vient d'autrui vers vous, et vous imaginez une situation où quelqu'un s'est montré compassionné avec vous dans votre vie, et vous observez ce qui se passe dans votre corps, et là il y a déjà des petites résistances. Et donc des études ont montré qu'il y a une corrélation entre le fait d'avoir la difficulté à accepter la compassion pour soi et de la difficulté à être compassionné pour soi-même. Donc là, ça renvoie aux exercices de Christine Neff, de Chris Germer et les exercices sur l'autocompassion de Paul Gilbert et de Chauden. Donc ça, c'est la phase ultime. Et on termine en général par un exercice qui s'appelle le cercle des alliés. Bon, on aura peut-être le temps de le faire tout à la fin, on verra. Mais c'est le fait que vous échangiez avec vous en pensée ou par le regard est très important, des intentions compassionnées. Et vous observez ce qui se passe dans votre corps. Alors, j'ai encore un petit peu de temps. Il me reste quoi, 10 minutes ? 10 minutes, c'est parfait. Alors, la théorie des selfs, donc ça c'est très important. Donc, William James, c'est un psychologue américain qui est passé relativement inaperçu, qui est antérieur à Freud
et qui a donc formulé cette théorie des selfs. Donc c'est le même personnage à différents actes de sa vie. Et donc il confirme les intuitions de la psychologie bouddhiste que finalement le fait d'avoir un self unifié et unique, eh bien c'est une illusion, c'est une source de grande souffrance, et qu'à notre insu, nous sommes habités par différents selfs, un self en colère, un self honteux, un self critique, un self triste, un self anxieux, mais aussi un self joyeux, un self qui a envie de s'amuser, un self compassionné. Donc chaque self a ses motivations et va recruter le fonctionnement du cerveau avec des pensées, des sentiments, des émotions, des comportements et des souvenirs spécifiques. Et donc on peut toujours, on revient à la notion de motivation qui est très importante dans le système de Paul Gilbert, décider de développer une motivation prosociale, c'est-à-dire de développer sa partie compassionnée, donc par le système là, de la cocarde que vous avez vu, avec deux nuances de vert, Compassionate Mind Training. Donc on pourra, en découverte guidée, aider le patient à ressentir dans quel self il est, parce que souvent les gens ne le savent pas forcément, parce que les émotions sont mêlées. On pourra proposer au self de dialoguer entre eux, le self critique par rapport au self critiqué, le self en colère par rapport au self anxieux, etc. Et on pourra repérer ces selfs par les sensations qu'ils produisent dans le corps et à quel endroit ils se manifestent. Alors, il y a des petits malins qui disent « Ah, mais moi, je ne ressens rien du tout. » Donc, on dit dans ce cas-là, imaginez que ça devienne plus fort. Où est-ce que ça se manifesterait? Qu'est-ce que ça vous pousserait à faire? Ah, ben, j'aurais envie de me lever, de partir, ou de pleurer, je ne sais pas. Alors, ça peut se faire soit, et ça c'est assez étonnant à voir quand Paul le fait, maintenant quand nous on le fait aussi, parce qu'on a appris à le faire, ça s'appelle le chair work, le travail de chaise. On prend 4 chaises pour le patient et une pour nous, et on invite le patient à se mettre dans la chaise du self en colère. On lui dit, pensez à une situation qui évoque un peu la colère, et on passe en revue quelle sensation, quelle émotion, quel comportement, quel souvenir. Et Paul dit, bon, maintenant self en colère, merci, vous pouvez aller prendre le thé. 3 respirations profondes, on passe dans la chaise du self anxieux, puis dans la chaise du self triste, et puis du self compassionné. Donc là, en général, on fait une petite méditation pour que la personne puisse bien se mettre dedans, et on fait un dialogue entre le self compassionné et les différentes autres parties. Ça peut se faire aussi, il y a des méditations, notamment une méditation de Denis Tirsch, qui est un collègue de Paul qui est à New York, qui s'appelle la méditation sur les selfs, sur les différents selfs. Ça peut se faire de la même manière. Tout ça, ça prend une bonne demi-heure, c'est pour faire le tour. On peut aussi prendre que 3 selfs, par exemple, le critique, le critiqué et le compassionné. Mais pour que ça marche, il faut que le self compassionné corresponde à quelque chose de vécu l'intérieur, sinon ça reste théorique et les gens sont un petit peu plantés. Alors au départ, pour le patient lambda, vous voyez que le self-critique est très important, le self-compassionné donc est tout petit. Chez certaines personnes, il est fragmenté, il est rouillé, il est cassé, et il n'y a pas beaucoup de place pour les autres selfs qui permettraient par exemple d'être créatif, d'apprendre quelque chose, de voyager, etc. Et au bout d'1 an, il faut à peu près 1 an et demi, eh bien, le Compassionate Mind Training développe le self-compassionné et on peut commencer un dialogue avec le self-critique. Puisqu'il faut se souvenir que le self-critique, il est là pour nous protéger, pour limiter la casse. Et il a voulu que nous fassions certaines choses. Par exemple, un enfant qui se faisait régulièrement disputer, renvoyé à sa chambre, eh bien, il va essayer d'éviter les problèmes, d'être lisse, de ne pas se faire remarquer. Et ça, c'est la pression du self-critique. Et on pourra donc faire un exercice compassion pour le self-critique, où on pourra donner de la compassion à cette partie de nous-mêmes qui essaie de nous protéger, souvent à grands frais, et qui est resté tout seul, parfois dans une solitude glaciale. Alors, je vais vous montrer le petit film dont je vous ai parlé. Il y a toujours un peu de suspense parce que c'est jamais sûr que ça va marcher. Donc, vite fait, ce film a 2 buts. Il va vous montrer le déroulement de la thérapie. Donc, c'est un garçon qui s'appelle Stuart, qui veut jouer au football, qui a des hallucinations et qui décide de faire une thérapie. Donc on voit la première phase où il apprend à respirer, à se calmer, il fait l'exercice Safe Place.
Deuxième phase, self-compassionné idéal. Troisième phase, il se met dans le self-compassionné idéal et il devient le self-compassionné. Et donc, il y a cette notion de halo, enfin, qu'on voit dans la psychologie bouddhiste, qui est absorbée par le corps. Vous verrez, on le voit. Et puis, il commence un dialogue avec la partie critique. Et deuxième intention, eh bien, avoir de la compassion, davantage de compassion pour nos patients psychotiques. On a donc créé Compassionate Mind Foundation France. Donc, on a des groupes de patients à l'hôpital. Donc, on a un groupe 1 qui devient un groupe 2. Et donc là, on a un groupe historique. Et Pascal et moi, donc ils ne sont pas aussi nombreux que vous, mais ils sont peut-être la moitié aussi nombreux. Donc, on n'a pas le cœur de l'arrêter. Et en fait, ça devient un groupe expérimental à qui on propose de nouveaux exercices. Et il y a une sorte de complicité, si vous voulez, entre nous. On dit de temps en temps, on va l'arrêter, puis finalement, on continue, on trouve toujours un truc pour continuer. Nous faisons aussi des formations. Alors, il y a deux lignes. Il y a soit Mindful Compassion, donc c'est le mindfulness, le curseur du haut, avec des éléments de TFC. Donc, il y a 7 week-ends sur 2 ans, et une retraite d'insight après. Et la TFC, où il y a 2 fois 2 jours, la première année. Et l'année prochaine, on fait un niveau 3 avec Paul Gilbert qui viendra en juin 2018. Et puis la recherche clinique, on fait de la recherche simple. Bon, on a vu ce matin une recherche très brillante, donc on fait un truc classique, c'est-à-dire qu'on évalue avant, après. On a une 50aine de patients. Alors, vous voyez ici donc des références. Bon, tout est en anglais. Donc ça, c'est le bouquin Princeps de Paul. C'est très bien fait pour ceux d'entre vous qui étudient la psychologie, qui sont psychologues. C'est très, très pragmatique. Ça, c'est pour le grand public. Ça, c'est le bouquin qu'il a fait avec Shoden pour réunir compassion et pleine conscience. Mais il y avait des gens qui s'impatientaient dans le groupe parce que, comme tu disais, Cathy, il ne faut pas que ce soit trop protocolisé. Alors Paul, justement, il ne veut pas de protocole de ce fait-là. Il dit faites-le. Mais il y a des gens qui ont un peu craqué et qui ont fait CFT pour les nuls ici, de mise, ou la CFT simple. Et il y en a un autre ici, donc c'est Russell Colt, qui est un psychologue américain, qui va venir en juillet nous faire TFC et gestion de la colère. Donc très important. Une des premières choses que Paul m'a dit, je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça d'ailleurs, j'étais dans le taxi avec lui, il m'a dit, vous savez Francis, il y a beaucoup de colère chez les hommes. Je dis, pourquoi il me dit ça? Mais après, j'ai compris. Donc, voilà. Et ici, vous avez aussi un pont avec l'ACT. S'il y a des gens parmi vous qui sont ACTistes, eh bien, il y a un pont avec l'ACT. Et bon, ça, c'est Nathalie qui m'a demandé de le faire. Alors, bon, voilà. Et nous avons traduit le bouquin de Paul et Shoden. Donc, on a dû faire une périphrase en français, pleine conscience et compassion, approche théorique et application thérapeutique. Et là, c'est votre note de liste. Vous voyez ici qu'il y a une préface de Jean Cotreau, parce que figurez-vous qu'à Caen, nous attachons la plus grande importance aux travaux de l'école lyonnaise. Je vous remercie de votre attention. Je voulais juste avoir une information, savoir si cette technique était utilisée dans les addictions comportementales, si c'était possible de le faire, et si oui, si vous avez du recul. Oui, c'est possible de le faire, mais on n'a pas de recul, sinon avec quelques patients qui peuvent se trouver dans ces groupes. Mais historiquement, on avait des groupes d'anxieux, de consultation anxiété, donc agoraphobe, phobie sociale, etc. TOC, ça marche assez bien aussi avec les TOC. Et des groupes de bipolaires. Donc on a réuni ces deux groupes, et de temps en temps, il y a une personne qui a des addictions, mais on n'a pas de groupe spécifique, mais il y a des travaux qui existent là-dessus, qui sont essentiellement britanniques, et vous pourrez vous les communiquer. Mais nous, personnellement, on n'en a pas forcément l'expérience. J'ai un patient comme ça, qui est dans un de mes groupes, et en fait, il a dû s'y reprendre à 3 reprises, 3 années successives. Une fois, il était trop en difficulté, il n'était pas prêt. La deuxième fois, il a commencé, puis il a arrêté. Et la troisième fois, maintenant, il a accroché, il vient. Ça fait 3 ans, mais c'est possible.
Moi, je voudrais poser une question. Est-ce que les techniques d'imagerie ressemblent aux visualisations des pratiques tibétaines? Oui, elles en sont directement inspirées via Shoden. Et en fait, c'est Shoden qui a permis à Paul de faire cette synthèse. Donc, ils y ont beaucoup travaillé. Alors, il y a une petite dimension séculière, occidentale, anglo-saxonne qui peut surprendre ou amuser, mais ça passe très bien. Et en fait, il y a parfois, je parlais des petits remous parce que des personnes qui ont fait beaucoup de pleine conscience classique disent, vous nous demandez d'imaginer, mais je ne peux pas repartir dans le mental. Voilà. Et donc là, il y a un petit travail à faire pour dire si, c'est possible, c'est pas gênant. Et en fait, on médite par rapport à ce qu'on visualise et ce qu'on ressent comme sensation à ce moment-là. Oui, je dis ça parce que dans la tradition zen qui est la mienne, on se méfie beaucoup des projections mentales comme un monde virtuel, comme un monde imaginaire, comme un monde d'illusions, de mirages, et qui nous prive de la réalité. D'ailleurs, Mathieu Ricard lui-même dit les pensées fonctionnent comme un rideau qui nous empêche de regarder. Donc là, c'est très intéressant de voir qu'on retravaille sur l'imaginaire. Voilà. Alors effectivement, il peut y avoir... c'est là que se situent les remous que j'évoquais. Merci beaucoup de votre intervention. Alors, vous avez expliqué, d'ailleurs par la petite vidéo qui est très ludique, je trouve, avec Claire, vraiment les différentes phases, en fait, quand vous avez présenté également l'exercice, je crois, des chaises, qui permet vraiment, donc avec la notion de self, etc. Et alors, j'ai une question qui est peut-être un peu naïve. Comment la TFC se prémunit un peu de la dissociation que ça pourrait créer chez les participants en disant c'est pas moi, c'est un autre moi, et on est 4, et un participant ou un patient qui au début était peut-être uni, genre en gros uni avec lui-même en mode moi je suis quelqu'un de triste, voilà, je suis dépressif, et du coup on peut... Enfin, bref, je m'emmène les pinceaux. Non, il y a peut-être deux manières de répondre à votre question. D'une part, en pratique, c'est pour ça qu'on est prudent avec les psychotiques. Mais le fait de découvrir, alors qu'on est triste, qu'on a une autre partie de soi qui n'est pas triste, ou une partie qui est en colère. Et en fait, Paul nous donne toujours le conseil de rechercher l'émotion qui manque. Parce qu'il y a une sorte de politiquement correct. Une femme va plutôt dire je suis triste. Un homme va dire je suis en colère. Enfin, il ne va pas le dire tout de suite. Mais derrière la colère, il peut y avoir du chagrin, la tristesse. Et inversement, la tristesse peut abriter de la colère. Des choses qu'on n'a jamais dites, des choses qu'on supporte depuis longtemps, etc. Et en fait, les gens sont assez heureux de découvrir ça. Et au moment où on peut commencer à faire vivre dans cette partie compassionnée, il y a souvent un sanglot chez beaucoup de gens. Je vais essayer de le définir tout à l'heure. C'est pas un sanglot de tristesse. Ah, c'est ça. Et ça coupe un peu la chic, si je puis dire. Et à ce moment-là, il y a d'autres choses qui deviennent possibles. Alors, la deuxième manière qui résonne, c'est peut-être par rapport à l'hypnose, effectivement, mais ce n'est pas de l'hypnose. Donc on va faire très attention. On a eu cette discussion un peu hier soir. La méditation, c'est un bateau qui est à l'ancre, donc il bouge un peu autour de l'ancre, mais on ne largue pas les amarres. L'hypnose, je vois plutôt, on largue les amarres, et le bateau s'en va, et à ce moment-là, on fait les suggestions, etc. Mais là, on reste toujours au même endroit, donc il n'y a pas trop de risque, mais il faut être prudent, bien sûr. Mais on l'a jamais constaté. Cela dit que le travail de chaise, moi j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois. J'ai été plusieurs fois chez Paul Gilbert. J'ai fait des tas de jeux de rôle. C'est pas facile à faire. Bon, j'y arrive maintenant, mais il faut vraiment prendre du temps. Et c'est vraiment très intéressant. Il faut le faire soi-même d'abord. Clairement, j'imagine. Et ça coupe. Je peux vous le dire, ça coupe la chic. D'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Ça m'évoque aussi ces différentes parties de soi, ça résonne un peu en moi comme le travail en thérapie narrative de Michael White avec les processus d'externalisation. En fait, je ne suis pas un déprimé, mais je suis une personne qui traverse une phase de dépression pour le moment, et donc
on externalise ça comme étant pas complètement la personne. Et les chaises, ça résonne en moi aussi le travail de Milton Erickson. Parce qu'il disait aussi, quand on avait laissé quelque chose ou largué quelque chose, il dit ok, maintenant changer de chaise, on va passer sur une autre. Donc, je trouve c'est gai de voir qu'il y a beaucoup de liens dans toutes ces familles. Oui, il y a des emprunts multiples, et on pourrait citer aussi l'Internal Family System, IFS de Dick Schwartz, qui peut ressembler aussi un petit peu à ça. Mais c'est vrai qu'en narratif, ce qui me frappe moi, c'est qu'on arrive pour ces processus d'externalisation, donc ces différentes parties de soi, on arrive à quelque chose qui est très rapide en fait, en narratif. Donc c'est fascinant, c'est vraiment fascinant. Voilà. Merci en tout cas, c'est passionnant. Merci.